à une époque, les vedettes ne faisaient pas tout le spectacle. La vedette faisait la moitié du spectacle, la deuxième partie. Et ceux qui organisaient les grandes galas, tout ça, de la région, ils prenaient des régionaux pour faire la première partie. Et à mon partenaire, le numéro du artiste, claquette et tout ça, qui était vraiment dans le coup, on a fait les premières parties de tout le monde. Charles Trenet, Dassary, tous quoi. Et on travaillait sans arrêt. Alors qu'à Paris, on aurait fait les cabarets, tu vois. Ouais, ça change tout. Mais là, ça arrive encore quand tu as une star qui fait un concert dans les villes, machin. Tu as non, c'est rare. Maintenant, il faut tout. Les vedettes maintenant, tout pour moi. Quand elle venait à l'idée, quand il faisait un gala, il était seul à faire le gala. Oui, parce que... Il n'y avait personne, il n'y avait pas de première partie. Parce que moi, souvent, j'ai entendu parler qu'en première partie... Maintenant, dans les concerts, à partir du moment où il y a eu des vedettes qui ont eu les moyens de faire du spectacle sans personne, au lieu d'arriver avec leur pianiste et trois bricoles, comme faisait encore Raymond DeVos d'ailleurs, et quand ils arrivaient pour faire un spectacle, il y avait, comme Sardou, 2 semi-remorques. L'orchestre, les décors, les lumières, tout. Et ils faisaient tout le spectacle. Il y avait besoin de personne. Il n'y avait que les vedettes de second rang, quelquefois, comme John Williams ou des choses comme ça. Il y avait une première partie avant eux. Mais les vedettes, non, pas de première partie. Le premier qui a commencé à faire ça, c'était Maurice Chevalier, à être seul. Youpla boum. Maurice Chevalier, je l'ai vu à Montpellier, il avait un peu plus de 60 ans, il avait fait un numéro de claquettes, comme ça. Hein. Parce que moi j'ai fait les claquettes, je connaissais ce que c'est. Et j'ai eu la chance, parce qu'à Montpellier j'avais mes entrées au théâtre, comme j'avais commencé à aller chanter dans le théâtre, j'avais 14-15 ans, je connaissais les concierges, chef machiniste, chef électricien, tous me connaissaient, j'étais le petit, le gamin. Et donc, je rentrais par le concierge, et j'ai vu le premier gala de Yves Montand quand il avait la veste à carreaux. Et je l'ai vu du trou du souffleur. Je passais par les coulisses, puis après je me débrouillais. Et je me rappelle que quand Maurice Chevalier est venu, moi, j'aimais voir un peu comment travaillaient les gens. Ouais. Je savais que Maurice Chevalier était un gars très consciencieux, qui allait préparer sa soirée. Et l'après-midi, je suis allé au théâtre par les coulisses, et j'étais dans les coulisses quand Maurice Chevalier a mis son tour de chant en scène. Il avait fait mettre un praticable sur la fosse de l'orchestre pour pouvoir aller sur le public. Il avait fait le moindre détail était prévu. À un moment donné, il va sur le praticable et il se met à taper du pied. Il y a de la poussière. Il dit, ce soir, je taperai du pied, alors enlevez la poussière. Et tout était prévu. Et lui, il arrivait seul avec son canatier et son pianiste. Hein. Henri Betty, c'était. Et contrairement aux autres, puisqu'il y avait le praticable, le soir, quand les gens sont rentrés dans la salle, le rideau était ouvert. Il y avait le piano d'un côté, et sur le piano, il y avait le canotier de Chevalier. Tu vois, il y avait déjà une mise en scène avant le spectacle. Ça, j'ai eu la chance de voir les grands mettre vraiment le travail de préparation. C'est pareil pour Lune Renaud. Lune Renaud, j'étais très bien avec son mari, bien sûr. Loulou Gasté. Ouais. On avait bien rigolé avec eux. On était en coulisses du théâtre. Et la première fois qu'elle était en tournée, Lune Renaud, qui était relativement jeune, et on parlait, et puis finalement, c'est elle qui m'a dit on a le même âge. Elle est née en 28 comme moi. On a le même âge. Gasté était plus âgé, il est mort avant, bien sûr. Je me rappelle qu'à un moment donné, avec Gasté, on était au piano là, sur la scène, Ouais. dans les répétitions, les mises en place. Et il y avait un pompier qui passait par là, lui qui se met à jouer. C'est là, ça va, les pompiers du Mexique. C'est une chanson à lui. Voilà, j'en ai connu des gens intéressants comme ça. Eh ouais. Je bave. Hein? Je bave de tout ce que tu as vécu. Je me délecte aussi bien sur un plan oculaire que sur un plan auriculaire.
Oh, j'ai fait de la prose poétique, là. Mais c'est fou, t'es une bibliothèque sur pattes, si je peux me permettre. C'est-à-dire que je me suis intéressé à plusieurs choses. Je ne me suis pas campé dans une chose, tu vois. Oui. Je ne me suis pas dit je suis magnétiseur, comme on fait beaucoup de gens que je connaissais. Ou je suis chanteur, je suis chanteur. Moi, j'ai un gars qui était devenu un ami après, qui était à Midi Libre. Un jour, il est venu m'interviewer. On a parlé de tout ce que je faisais. On a parlé de tout ça, de mes livres, tout. Et je lis quelque part l'article. Sur le Midi Libre, une demi-page, Charlie touche à tout. Mais oui, parce que oui, je lui ai parlé d'histoire, de chansons, de... Mais oui, regarde, on part de Latanor, numéro 1, le chef des journalistes. Oui, rédacteur en chef. Oui. Le rédacteur en chef, tu pars de ça. Mais c'était Mensch qui m'avait mis là. Oui, mais quelqu'un qui ne te connaît pas, il va dire ouais, c'est un scientifique, il a dû travailler au CNRS. Ah non, surtout pas. Oui, non, mais. CNRS s'est jamais intéressé à ça. Oui, non, mais quelqu'un qui. Tu sais, les scientifiques, Ouais. ils sont scientifiques, ils ont fait des études. Ah ouais, c'est vrai. Regarde un peu, Tradition et Progrès, prend des gens, parce qu'ils sont de la faculté. Oui. Un gars dit, je suis de l'université d'Antal, venez faire une conférence. Sans savoir le contenu de la Puis ça conférence. fait un bide, mais enfin ça fait rien. Il est de l'université. Et moi je peux te dire que je n'ai pas le bac. Non, je n'ai pas le bac. Et je suis arrivé à faire mes études au collège sous l'occupation. Et en 1944, on peut te dire, en 1944 ça bardait. Hein. Ouais. C'était quand ils repartaient chez eux, les Allemands, tout ça, ça bardait quoi. En 1944, j'ai pratiquement j'ai passé le brevet. C'est l'aboutissement. Donc il y avait le brevet d'enseignement primaire. Et à la suite, il y avait le brevet d'enseignement primaire supérieur. Le brevet supérieur. Donc à cette époque-là, on n'a pas fait 2 examens. On a passé le brevet et le lendemain, on avait 2 épreuves suivantes Supplémentaire. qui faisaient le supérieur. Passer le Donc supérieur. j'ai eu le brevet supérieur. À partir de là, j'avais 16 ans. Les Allemands étaient encore là. Et à 16 ans, on ne nous envoyait pas À l'ouest. ailleurs. Si, on avait le travail à faire. Le travail 16 à ans, faire. mais dans la région. Dans la région. J'ai fait des trous à Bireval. J'ai nettoyé les obus à Bireval. Non. Eh si, à 16 ans. Tu partais pas. Ils te faisaient pas de mal, l'autre. Mais alors, quand tu allais à Bireval, j'ai obtenu l'autorisation avec quelqu'un de mon quartier, comme c'était pas loin, de ne pas prendre leur bus à eux jusqu'à 7 pour aller à Bireval, on y allait à bicyclette. C'était à 11 km. Ouais. On faisait ça. Yves Montand à bicyclette. Oui, presque. Donc, à cette époque-là, pratiquement, après le brevet, j'avais le travail obligatoire des jeunes de moins de 20 ans. À ce moment-là, je faisais partie d'une amicale d'anciens élèves, chez les frères écoles chrétiennes là-bas. J'étais en vacances, on allait jouer au billard, au ping-pong, tout ça. Et il vient quelqu'un de la chambre de commerce, Madame Tessèdre. C'est marrant parce qu'elle a épousé après quelqu'un qui avait été mon professeur chez les frères, avant le certificat d'études, et que j'ai retrouvé chef de service là où je viens de travailler après. Une chose marrante. Donc, moi, cette personne vient de là-bas, elle dit on manquait de main-d'œuvre partout. Certes, après la guerre. Les jeunes étaient partout. Et elle dit dans les jeunes qui sont en vacances, s'il y en a qui veulent venir faire des remplacements à la caisse de compensation, on avait créé la caisse de compensation de la chambre de commerce, il y a des places. Bon, on dit ça, mes parents l'ont su, ils parlent à ma mère. Quand on faisait ça, on était exempté du travail obligatoire. Tu iras plus me tourner les obus, rentre à la caisse de compensation. Je suis rentré là pour 3 mois. Mais Si. après, ça avait empiré encore la situation. Ouais. Le couvre-feu, les Allemands, tout ça. Ce qui fait que je suis rentré là, en juin, en 1944 donc, après le brevet, quoi, au mois de mai.
je suis rentré là, et pour un remplacement, et puis j'y suis resté. Et je suis resté 30 ans. Waouh. Après, ça s'est modifié. Le gouvernement de Gaulle a créé la sécurité sociale. Oui. Les caisses de compensation sont rentrées dans la sécurité sociale. Mhm. Et je me rappelle très bien le jour où on passait à un bureau, on recevait le licenciement de la caisse de compensation. Et on recevait l'engagement de la caisse d'allocation. Voilà comment les choses se font. Ah ouais. Et oui. Ce qui fait que j'aurais voulu passer le bac, mais le changement de l'État français à la 4e République, dans la section que j'avais prise, il fallait que je parte 2 ans en arrière pour passer le bac. Mhm. Parce que 2 ans en arrière, c'est la folie. Bien sûr. Comme en plus, j'avais quand même 16 ans, et je gagnais bien ma vie avec les cachets que je faisais à cette époque-là. Qu'est-ce que je veux faire jouer pour passer le bac? Ouais. Et je connaissais beaucoup de gens qui n'avaient pas le bac et qui avaient bien gagné leur vie. Ouais. Et allez, je suis resté à la caisse d'allocation, mais je n'ai pas passé le bac. J'ai fait des galas, je suis rentré à la SACEM, à la Société des gens de l'Est, tout ça, sans avoir le bac. Exactement. Mais sur l'Égypte, sur les ordi, j'avais une conférence aussi, mes rencontres avec l'étrange. Alors voilà, tout ce que j'avais vu de bizarre, et ça marchait bien. Hein. Et pour chaque conférence, et les affiches, on ne pouvait pas les tirer en photocopie, il fallait les imprimer. Pour faire imprimer, tu ne vas pas imprimer sans affiche. Ça te revient un prix fou. Donc, le minimum pour que ça revienne un prix raisonnable, imprimer 1000. J'avais 11 conférences, et sur chaque conférence, il me fallait faire 1000 affiches. Ouf. Mais énorme. à Perpignan, 200 affiches d'un coup. Ouais. Mais en revanche, il y avait du monde. Eh oui. Alors à cette époque-là, c'était le moment où je commençais à travailler avec, c'était pas Trajectoire, c'était la librairie de l'Inconnu, dont j'écrivais depuis longtemps dans l'Inconnu, le magazine, hein. Oui. Et le patron, Vriac, était devenu un ami, quoi. Et puis quand il a monté la librairie de l'Inconnu, encore il était très bien, et c'est lui le premier qui m'a dit j'ai pas de livres sur les tarots, j'ai que des livres étrangers sur la numérologie, il faut que vous me fassiez des livres sur cela. Il nous a édité tous les livres qu'on voulait. Alors, comme c'était un malin, il ne nous faisait pas de contrat. C'est un malin honnête, hein. Il ne faisait pas de contrat. Les livres étaient des livres techniques. C'était la technique de la numérologie, la technique de ceci, la technique de cela. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de droit d'auteur. Il n'y avait pas de droit d'auteur. Mais quand on montait à Paris, on allait rue Cherche-Midi, devant la librairie. On laissait la voiture de quelqu'un de la garder pour pas avoir de PV. On ouvrait le coffre, il remplissait le coffre de nos livres. Comme on faisait des conférences à Tire-Larigot à cette époque-là, que ça marchait très bien, il nous est arrivé, au Palais des Congrès, dans une journée, de vendre 14 livres. Alors ça valait mieux que les droits d'auteur. Et après, quand Trajectoire a racheté la librairie, Valode, qui est un très bon historien, Valode qui a pris la direction, il m'a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Et on a fait les contrats. Et c'est là que Valode m'a fait éditer le livre. Il a vu, je l'ai présenté sur les sujets que je connaissais, il présentait les affiches. Il a regardé les affiches, il m'a dit là, il me faut un livre sur l'Égypte. Et c'est parti comme ça. Et ils ont fait un livre sur l'Égypte, qu'ils ont vendu. Et puis maintenant, je te l'ai fait voir. Un copain qui a les éditions du Sphinx à Paris vient de le rééditer. Ah non, j'ai pas vu la réédition. Tu n'as pas vu la réédition? Non. Ah, je te la ferai voir. Il a été réédité il y a 2 mois là. Ah non, j'ai pas vu. Alors comment ça s'appelle les livres? L'Égypte de tous les mystères. L'Égypte de tous les mystères à l'édition L'œil du Sphinx. L'œil du Sphinx. J'ai failli te chanter J'ai la mémoire qui flanche. Non, parce qu'il nous l'a dit en plus il y a 2 minutes avant. Oui, mais. Et moi aussi, j'avais. Et voilà, ouais. Eh bien, Charlie, je crois qu'on va
C'est l'heure, on va arrêter parce que c'est l'heure de l'apéro. L'apéro. Ah, d'accord. Un pastis. Un pastis. Apéro. Avui tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu aviat porten dol, cada dia un poc més em pal·lideix el sol, cada dia per a mi allarga la seva peresa.